En tout cas, alors donc c'est le côté peut-être ecclésial de la paroisse que je vais aborder. Je ne sais pas, il faut dire que ça fait plus de 40 ans que je suis prêtre ici à Genève. Mais avant de devenir prêtre, j'étais déjà présent aux festivités du centenaire en 1966. J'avais 18 ans à l'époque, et en tant que servant d'église, et même j'avais le grade de lecteur, qui est le premier grade, vous savez, de la hiérarchie. Et donc, je suis bien au courant, si vous voulez, de la vie de cette paroisse. Alors, il faut dire qu'à l'époque, au début, il y avait quelques familles russes, bien sûr, mais il y avait surtout les Suisses russes. C'est-à-dire ces familles qui ont immigré en Suisse, et les enfants étant nés, qui ont immigré de Suisse en Russie, et les parents étant nés en Russie, souvent ont été baptisés orthodoxes. Et après la révolution russe, le nouveau gouvernement formé leur a proposé soit de prendre le passeport soviétique, soit de revenir chez eux, en Suisse. Alors un certain nombre donc, de Suisses sont revenus à cette époque, et c'était, on peut dire, la base peut-être de la paroisse. La paroisse, et donc il y avait des noms comme Balmer, comme Bessler, comme Zetselikov, etc. Mais qui parlaient très bien le russe et qui étaient comme des Russes, si vous voulez. Ensuite, donc, peu à peu, ils disparaissaient, donc, vu leur âge. Et ensuite, il y avait une période dans les années 60 où il y a plusieurs vagues de conversion à l'orthodoxie, de catholiques, soit de protestants. Enfin, pour les catholiques, c'était après le Concile Vatican II. Alors, ils étaient un peu déroutés par le modernisme de l'Église catholique. Pour les protestants, je ne sais pas quelle était leur démarche. Mais en tout cas, donc, un certain nombre est devenu orthodoxe. Et pour cela, durant les années 60, Monseigneur l'archevêque Anthony, que j'ai bien connu, puisque j'étais 19 ans, son bras droit, si vous voulez, je célébrais avec lui, donc a institué il a mis en œuvre des offices en langue française. Et notamment le premier dimanche de chaque mois, il y avait une liturgie, une messe célébrée à 8h du matin en français. Et à 10h, donc, en servant, vu que quand même, il y avait beaucoup plus de monde à cet office qui était célébré seulement par l'archevêque lui-même. Alors, ça a duré jusqu'au décès de Lydia de Barbieux Pisarenko. C'était une d'origine russe, mais qui est née déjà en France, à Paris, et qui résidait donc en Suisse, et qui était une musicienne, même elle composait même. Elle a composé quelques œuvres, bien elle a arrangé quelques œuvres en français, et donc elle dirigeait avec beaucoup d'entrain cette chorale, mais à son décès, semble-t-il que cette chorale s'est dissoute d'elle-même. Elle avait 71 ans, elle est décédée en 2005, et donc personne n'a voulu à ce moment-là reprendre la direction de la chorale française, la chorale francophone. Et donc, il faut dire qu'il y a eu un autre événement. Après la perestroïka, il y avait de plus en plus de Russes qui venaient dans notre église, qui devenaient paroissiens. Je ne sais pas si ce sont paroissiens par entière, puisqu'il y a un certain nombre de paroissiens qui sont inscrits, qui payent des cotisations. Mais eux, ils venaient avec un grand enthousiasme participer aux offices. Certains sont devenus paroissiens et certains continuent donc à fréquenter et l'église et même font partie de la chorale. Alors là, donc, de plus en plus, il y avait chaque année amené un plus grand nombre d'orthodoxes russes. Donc il faut dire qu'à l'heure actuelle, l'église est pleine les dimanches, vous savez. Si à une certaine époque, quand je suis venu, l'église, j'étais étonné par le nombre restreint peut-être des assistants aux offices, vu que par exemple à Paris, à Nice, à Cannes même, les églises étaient encore pleines à cette époque-là. Et à Genève, il y avait moins de monde. Mais petit à petit, d'abord, donc il y a eu ces francophones qui sont venus renforcer le nombre des paroissiens, puis ensuite ce grand nombre de Russes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les célébrations? Vous savez que nous appartenions jusqu'à 2007 à l'église orthodoxe russe à l'étranger, hors frontières. C'est-à-dire une église provisoire qui a été créée après la révolution russe. Donc l'église de l'immigration continuait à dépendre du patriarche Tikhon, qui a été élu en 1917 à Moscou.
et donc continuer à commémorer son nom aux célébrations. Mais ensuite, il est décédé dans des circonstances un peu troubles, donc il a eu plusieurs successeurs, plusieurs locum tenens, et notamment l'un d'eux, le métropolite Serge, a décidé donc de faire allégeance au parti communiste, au parti soviétique, et il a demandé la même chose, bien sûr sous pression, il n'était pas libre, sous la pression du gouvernement. Il a demandé aux émigrés aussi de faire allégeance, aux émigrés russes, de faire allégeance au gouvernement soviétique. Ceux qu'ils ont refusé. Certains peut-être ont accepté, certains même après la guerre sont retournés en Russie et ont eu des destins parfois tragiques. Mais d'autres, donc la majeure partie a refusé, et donc c'est là que s'est constituée vraiment donc l'Église orthodoxe russe à l'étranger, hors frontières. Et il faut dire que la majeure partie des évêques qui ont quitté la Russie après la Révolution sont passés par Constantinople et ensuite se trouvaient en Yougoslavie, en Serbie. Et donc le patriarche de l'Église serbe leur a offert son palais, sa résidence à Sremski Karlovci, près de Belgrade, pour qu'il puisse faire le premier concile de l'Église hors frontières. Et c'est à ce concile qu'a été élu le plus ancien de ces évêques, primat de l'Église orthodoxe russe aux frontières, le métropolite Antoine Kharpovitsky, qui était un éminent théologien et qui était, au moment de la Révolution, occupé le poste le siège du métropolite de Kiev et de Galice. Et donc il s'est trouvé à l'étranger, c'est lui qui était le premier primat de l'Église orthodoxe russe. Et donc il est mort en Yougoslavie, et son successeur, le métropolite Anastase, lui par la suite a déménagé donc, aux États-Unis. Et depuis, donc, le siège était à New York. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a un grand monastère orthodoxe de l'immigration à Jordanville, dans l'État de New York, avec un séminaire qui forme le clergé, surtout pour les États-Unis. Et donc, depuis, donc, nous étions gouvernés par les primats qui séjournaient donc, aux États-Unis. Mais après la perestroïka, petit à petit, il y a eu un rapprochement avec le patriarcat de Moscou. Il faut dire que des évêques, des prêtres sont venus, et venaient déjà avant à l'étranger. Mais souvent, n'est-ce pas, c'est pour colporter une propagande, n'est-ce pas, que l'Église est libre en Russie. Mais là, ils ont pu parler de manière plus directe et plus libre. On se semble-t-il, il y a eu la liberté du culte en Russie, progressivement. Et donc, nous avions des rencontres qui devenaient de plus en plus fréquentes. Nous avons commencé à faire des voyages en Russie. Nous étions très bien accueillis dans les différents diocèses, dans les différentes paroisses. Et cela aboutit en 2007 donc, à la réconciliation, la réunification de l'Église russe du patriarcat de Moscou avec l'Église orthodoxe russe à l'étranger. Alors, il faut dire qu'il y a eu deux commissions qui ont travaillé conjointement, du patriarcat et de l'Église en frontières, dont faisait partie Monseigneur Ambroise, qui était le successeur en tant qu'évêque de Genève et de Suisse, qui était le successeur de l'archevêque Anthony, décédé en 2003. Donc lui, il a fait partie de cette équipe, si vous voulez, qui travaillait conjointement avec le patriarcat de Moscou. Alors il y avait beaucoup de questions, mais qui étaient résolues petit à petit. Alors moi-même, j'ai participé à beaucoup de voyages officiels en Russie. À ce moment-là, pour le primat de l'Église orthodoxe russe à l'étranger, le métropolite Labre a visité le patriarche Alexis de Moscou, et donc nous avons voyagé à travers la Russie en avion, donc pour visiter les différents diocèses. Et puis ensuite, il y a eu d'autres voyages officiels. Et tout ça pour aboutir au concile général de l'Église russe à l'étranger, qui s'est tenu à San Francisco en 2006, où il a été donc décidé, malgré certaines réticences de certaines personnes, il a été décidé, n'est-ce pas, de rentrer, de faire l'union avec le patriarcat de Moscou, l'Église de Russie. Ce qui a été fait l'année suivante, donc le 17 mai 2007. Donc depuis, nous sommes, si vous voulez, cette réunification nous a enrichis
déjà nous sommes considérés comme une église officielle, alors qu'à l'époque, certains pensaient que nous étions une église un peu privée, un peu et donc, comme nous pouvons voyager en Russie, il y a des délégations qui viennent nous visiter ici. Nous pouvons suivre des cours aussi, peut-être séminaires en Russie. Enfin, il faut dire qu'Alexandre Diakov, qui a dirigé la chorale, a déjà étudié au conservatoire à Moscou. Alors, donc, il faut dire que même demain, comme exemple, demain, il y a une petite délégation qui vient, qui apporte les reliques pour la vénération de notre église, du Saint-Évêque, et chirurgien en même temps, Luc de Simferopol et de Crimée, qui était donc, il était d'abord un chirurgien génial, il a même obtenu le prix Staline, n'est-ce pas, pour ses œuvres, et puis il a écrit un traité de chirurgie, et donc, mais ensuite il est devenu prêtre, évêque, archevêque de Crimée. Il a beaucoup supporté, il faut dire, des déportations et toutes sortes de troubles, mais en tout cas, il a été, donc après son décès, il a été canonisé en tant que saint, parce qu'il y a eu des miracles. Il faisait déjà, il pratiquait aussi des miracles par ses mains, de chirurgien, de son vivant. Et après son décès, donc des gens qui ont prié sur sa tombe ont obtenu des guérisons. Alors, donc, une partie de ces reliques viendra à Genève, restera pendant quelques jours dans notre église à Genève. Alors, voilà, alors, nous sommes le diocèse de l'église orthodoxe russe. Oui, il faut dire que voilà, nous faisons partie, si vous voulez, de l'église russe, du patriarcat de Moscou, mais nous sommes un territoire autonome. Nous avons une large autonomie. Donc, l'ancienne église orthodoxe russe à l'étranger a une large autonomie avec notre primat, qui se trouve toujours à New York, avec nos évêques. À Genève, nous avons maintenant l'archevêque Michel, qui devait être là ce soir, et qui dirige enfin les paroisses en Suisse et en Europe occidentale, dans quelques pays de l'Europe occidentale. Et il faut dire que nous avons peut-être nos habitudes particulières, mais cependant, quand il y a des grandes décisions à prendre, comme le sacre d'un nouvel évêque, nos évêques en réfèrent au patriarche Cyril de Moscou, qui accepte, qui ratifie donc les décisions de notre synode. Alors, qu'est-ce qu'on peut... peut-être vous pouvez me guider s'il y a des choses qui vous intéressent. Alors, oui, il faut dire que le côté... oui, donc M. Moser dit justement que si vous voulez, la SER, la Société de l'Église russe, c'est cet organisme, n'est-ce pas, qui est juridique, n'est-ce pas, qui s'occupe, qui gère l'Église orthodoxe russe de Genève, mais aussi sur le plan ecclésial, n'est-ce pas, c'est la paroisse qui existe. C'est-à-dire que l'Église appartient en quelque sorte à la paroisse, et donc il y a un supérieur, un curé, qui est en l'occurrence l'archevêque Michel. Il y a un marguillier, donc, qui est un président laïque des paroissiens, et il y a des membres, les membres du conseil paroissial. Et donc il y a une réunion du membre du conseil paroissial régulièrement, et notamment il y a une fois par an, il y a l'assemblée générale de tous les paroissiens qui votent pour élire les membres du conseil paroissial, et s'il y a des questions sérieuses à prendre, qui votent, il y a des votes pour cela. Et alors nous existons donc de cette manière-là. D'un côté, il y a le côté juridique, et de l'autre côté, le côté spirituel, et le côté ecclésial. Voilà, donc nous célébrons, à l'heure actuelle, nous célébrons en slavon. Le slavon, c'est l'ancienne langue, si vous voulez, de Saint Cyril et Méthode, les évangélisateurs des peuples slaves, mais qui ont... cette langue a été vraiment modernisée au cours des siècles. Elle a s'apparente assez peu à la langue de Saint Cyril et Méthode, de l'époque de Saint Cyril et Méthode. Et cependant, elle est assez archaïque. Il faut dire que dans l'Empire russe, cette langue était modernisée à peu près tous les 50 ans et on la rapprochait plus de la langue parlée. Mais vu l'état des choses, vu la révolution russe, donc aucun changement n'a été opéré et cette langue devient un peu archaïque et cependant, nous célébrons, c'est une belle langue, un peu comme le latin pour les catholiques, et nous célébrons dans cette langue. Alors, également en français.
C'est-à-dire que nous faisons la lecture de l'épître de l'Évangile dans les deux langues. Nous répétons cette lecture en français, puisqu'il y a un certain nombre de personnes ne comprenant pas le russe qui viennent à l'église. Et le sermon est prononcé dans les deux langues. Oui, comme M. Moser a dit, donc si c'est une église russe, mais elle est ouverte à différentes nationalités. Et les Serbes, il y a toujours eu des Serbes chez nous. Les Serbes, les Bulgares, un petit groupe de Bulgares, les Roumains. Enfin, les Roumains, maintenant, ils ont plusieurs lieux de culte. Et les Grecs, ils ont leur grande église. À Chambly, il y a quelques Grecs qui viennent chez nous, et également donc, les Suisses, les Français orthodoxes. Et les Coptes? Oui, et les Coptes. Ils ne sont pas tout à fait orthodoxes, mais cependant, ils viennent chez nous. On a baptisé leurs enfants, alors donc ils sont orthodoxes à plein temps. Voilà, donc nous espérons que l'avenir nous réservera encore de bonnes années et que nous pourrons, après avoir terminé la restauration de l'Église, il faut dire que c'est la restauration la plus importante depuis l'existence de l'Église, et donc que nous espérons que nous pourrons continuer de prêcher l'Évangile pour ces différents peuples qui viennent dans notre Église. Questions? Oui, Madame? d'abord, merci pour votre explication. Est-ce qu'il y a des différences entre orthodoxes, grecs, romains, bulgares, serbes? C'est la même église, si vous voulez. Mais les administrations sont séparées, si vous voulez. Il y a des patriarches. Il y a le patriarche de Moscou, il y a le patriarche de Serbie, le patriarche de Roumanie. Alors, la célébration est la même, si vous voulez. Mais les langues diffèrent parfois. Les Grecs, c'est un grec intermédiaire entre le grec ancien et le grec moderne. Les Roumains, ils ont aussi, donc ils célèbrent en roumain. Mais ils peuvent avoir des coutumes locales particulières. Merci. Si est historique que l'Église orthodoxe est de Constantinople. Oui. Vous êtes toujours à Constantinople? Oui, toujours. C'est-à-dire qu'avant, quand on était une seule église, c'était Rome, vous savez. Mais après, donc, au XIe siècle, quand il y a eu cette séparation entre l'église catholique et orthodoxe, donc le premier siège, c'était Constantinople. Et toujours Constantinople. Et le patriarche de Constantinople a le titre de patriarche œcuménique. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, Constantinople était la ville où siégeait l'empereur de Byzance, et donc c'est lui qui faisait venir les conciles. Et alors c'est pour ça que ce patriarche avait ce titre, c'est lui qui devait inviter les autres patriarches, les différents évêques, à venir prendre part au concile à Constantinople. Et il chapeaute l'Église russe, serbe? Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est une primauté d'honneur. Une primauté d'honneur, donc il y a toute une hiérarchie. Donc il y a Constantinople, Antioche, Alexandrie, Jérusalem, Moscou, et puis après la Serbie. Il y a 9 sièges patriarcaux. Et encore, il y a quelques églises qui sont au nombre de 15. C'est des églises libres, des églises autocéphales qui se gouvernent elles-mêmes, et c'est des églises souveraines. Et donc, les autres églises ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires d'une autre église. Et cependant, quand il y a des problèmes graves qui concernent l'ensemble de l'orthodoxie, donc il y a des réunions des primats. Ces derniers temps, il y a eu plus de réunions des primats de tous ces patriarches, et ces archevêques se réunissent. Comme c'était d'ailleurs le cas il n'y a pas longtemps à Chambézy. Comment est-ce que Genève devient le siège de l'archevêché d'Europe occidentale? Eh bien, ça s'est trouvé qu'avant le siège était à Paris, puis à Bruxelles, et vu que l'archevêque Anthony, au début, pendant quelques années, était évêque de Genève et de Suisse, évêque auxiliaire de l'archevêque qui lui siégeait entre Paris et Bruxelles. Et puis, quand il est devenu archevêque, alors il a décidé que ce serait à Genève, parce qu'il y avait une cathédrale, enfin une église, qui est considérée comme une cathédrale. Alors qu'à Paris, c'est une petite église. Enfin oui, il y a la cathédrale de la rue d'Arru, mais ça, c'est encore autre chose. Il y a combien d'églises en Suisse? En Suisse, il y a, vous voulez dire, d'églises de notre diocèse. Alors donc il y a Genève, Lausanne, à Lausanne c'est dans une cave, Vevey, qui est une belle église, le coupole, Berne, Zurich, Bâle.
Voilà. Mais comme un bâtiment de l'église, comme ça, le vrai, avec des coupoles, c'est Genève et Vevey. Voilà, c'est tout. Autrement, bien sûr, il y a aussi la représentation du patriarcat de Moscou auprès du Conseil des Églises, qui est à Tonnet, pour la chaîne Boucherie, qui est dans une maison. Enfin, il y a plusieurs églises roumaines, la grande église grecque qui se trouve à Chambuzy, voilà, qui a une architecture un peu moderne. Et voilà, et puis autrement, voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure brièvement le lien avec l'État russe. Où est-ce que ça en est maintenant? Est-ce que ça se normalise? Est-ce que vous étiez plus libre? Enfin, maintenant, on est tout à fait libre. Et je vous dis qu'on a une autonomie, nous avons fait affaire au patriarcat de Moscou, je dirais plutôt qu'à l'État. Mais bien qu'au moment de notre union, M. Poutine est venu, il a prononcé un discours, il a dit quelle merveilleuse entreprise est la vôtre. Voilà, j'étais présent, donc j'ai entendu et j'ai vu tout ça. Mais nous avons des relations avec le patriarche Cyril, je vous dirais, surtout à travers nos évêques. Monseigneur Michel voyage souvent en Russie ou bien dans d'autres. Je veux dire que c'est un grand voyageur. Et puis, donc, voilà, mais je vous dis, on reçoit la visite de délégations ou bien de paroissiens à d'autres paroisses de Russie. Et alors, il faut dire que notre paroisse participe au fait de la bienfaisance en Russie. Le soutien des orphelinats. Bien, il y a notre maison paroissiale à Lausanne, accueille des enfants, les enfants de Tchernobyl, les enfants d'une école moscovite qui est dirigée par un archiprêtre, le père Serge Kisilov, qui était encore là au mois d'août. Alors certains enfants viennent et donc remplissent cette maison, qui a quand même une capacité de 44 lits, quelque chose comme ça. Et alors il y a une chapelle. Ils célèbrent dans cette chapelle. Et voilà, donc ou bien la paroisse achète je sais pas, du matériel, des meubles, du matériel pour les orphelinats, etc. Donc il y a une action chaque année, je pense, j'imagine. On a vu que la restauration de l'église coûte à peu près 5 millions. Oui. Où est-ce que vous en êtes avec le Ça, c'est finance une maintenant? Ça tombe bien, vous avez un banquier, donc c'est jamais profité. C'est pas une spiritualité avec beaucoup de grandeur et de gentillesse. Alors, moi, malheureusement, je m'occupe des biens matériels. Alors, cette restauration, le budget de cette restauration est à peu près bouclé. Et il est bouclé, et puis je suis très content de vous dire qu'il est bouclé avec l'argent local. À savoir que nous avons des dons substantiels de deux fondations. Une qui est très bien connue à Genève, qui subventionne à peu près tout ce qui se construit bien à Genève, des ponts, toutes sortes de trucs, et qui participe très largement à cette restauration. Et une deuxième, je ne pouvais pas imaginer que ce soit aussi généreux, c'est la loterie romande, qui participe avec aussi une somme très substantielle. Le reste a été réalisé, ce financement est réalisé avec des dons des personnes qui fréquentent l'église. Et aujourd'hui, on est presque à bout touchant si on tient compte des remboursements, enfin des participations que l'État, la ville, la Confédération devront nous donner. L'ordre de grandeur, l'État, généralement sur des bâtiments classiques, participe à hauteur de 20% des travaux acceptés. La ville, ils ont leur propre politique, mais ça ressemble aussi à ces 20%, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et la Confédération s'aligne sur le canton. Donc si vous voulez, si on valorise ces pourcentages, on arrive à boucler le budget. Voilà. On n'a pas eu besoin de s'adresser au gouvernement de M. Poutine. Combien de fidèles avez-vous en Suisse?
Alors, il y a une dizaine d'années, je pense, il y avait 400 inscrits, je crois. Mais alors, je ne sais pas si c'est les membres ou si c'est les familles inscrites. Mais depuis lors, il y a une telle affluence des personnes. On fait des appels pour qu'ils s'inscrivent. Mais très souvent, vous savez, il y a encore cette méfiance de l'époque soviétique. Oui, Perpol, il est très optimiste. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe en 2 mots. Les citoyens russes qui ont été éduqués sous le communisme, sont tous nés, éduqués par le système de l'époque, ils ne désirent absolument pas, ils refusent à s'inscrire sur des listes par tradition, etc. Tant et si bien que nous avons des statuts de la paroisse qui stipulent que sont membres de la paroisse ceux qui ont la volonté de s'inscrire et qui payent, qui cotisent. Parce que ce que vous réalisiez, c'est que cette paroisse vit sur ses propres moyens. Nous n'avons aucune subvention, ni étatique, ni quoi que ce soit. Donc on a des paroissiens qui payent des cotisations, des participations, et qui sont membres. Alors, de ce point de vue-là, je crois que ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, ceux qui fréquentent l'église aujourd'hui, imaginez 5000 familles russes qui sont dans la région lémanique, à Genève, dont 10% pratiquent, c'est à peu près le taux de pratique en Russie. Hein. En Russie, tout le monde est orthodoxe, mais pratique 10% maximum. Et bien, ce 10% rapporté à 5000, ça fait 500 personnes qui viennent le dimanche à l'église. L'église est petite et oui, c'est pénible parfois parce qu'on a du mal à respirer. Il faudrait agrandir. Voilà. Les chants sont tellement beaux. Oui. Ah, c'est magnifique. En ce moment, nous avons une jeune femme qui a suivi des cours de direction de chorale en Russie. Et on a eu la chance de la voir parce que c'est surtout des femmes qui chantent avec elle, mais quelques hommes. Alors, donc elle est très souple, c'est-à-dire on peut lui demander beaucoup de choses, de venir à tous les offices. Et donc nous avons de la chance. Donc elle est venue de Russie, mais elle s'est mariée à un de nos très anciens paroissiens, serbes, M. Popovic. Et donc voilà, on est tout à fait satisfait de cette prestation. Moi, je ne peux que vous encourager à venir à l'église, mais attendez la fin des travaux. Quand les travaux seront terminés, ils le seront au mois de septembre 2017. Et là, l'église sera dans toute sa splendeur. Et c'est à 8h le matin en français, donc là il doit y avoir moins de monde quand même. Ah oui, c'était à 8h. C'est parce qu'on a pu trouver. La chorale s'est dissoute. Une question concernant Saint-Barbara, la réflexion de l'intérieur de l'église, est-ce qu'elle est envisagée et si oui, à quel terme? Alors ça, c'est une autre paroisse. Et je sais qu'il y a eu la réflexion extérieure de l'église. Alors à l'intérieur, je ne sais pas, parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. Alors ils ont fait un système, ils ont causé des tranchées pour enlever l'humidité, combattre l'humidité. Alors à l'intérieur, je ne sais pas, vous avez... Non, j'ai aucune idée. Oui. C'est vraiment deux comptabilités séparées. Alors je vous propose, merci en tout cas pour cette présentation. À l'heure de l'apéro, je vous laisse peut-être déambuler dans l'exposition, et puis si vous avez des questions, peut-être ces messieurs se tiennent à disposition. Je voulais, mon père, vous mettre un petit souvenir sur Dufour et un petit exemplaire pour Monseigneur Michel. Je transmettrai les meilleurs vœux de rétablissement. Merci. Monsieur Moser, merci beaucoup pour votre présentation.